Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Elle est certes du passé, 2021, mais reste une année inoubliable pour la classe politique béninoise, car particulièrement éprouvante. Et oui, une présidentielle sous tension avec son corollaire de dégâts matériels, de pertes en vies humaines, d'arrestations tous azimuts, mais aussi de procès retentissants avec comme un goût d'inachevé pour bon nombre de Béninois. Une telle page, dit-on, ne se tourne pas du jour au lendemain. Et pourtant, mesdames, messieurs, oui, 2022 est bien là. Une année pleine de promesses, mais aussi de surprises de tout genre. Pour la classe politique béninoise, quels pourraient bien être les défis de cette nouvelle année? C'est le principal fil d'Ariane de l'émission du jour. Thème en débat, classe politique béninoise, quel défi pour 2022? Nos invités déjà en plateau, Gilles Chris Chidi, journaliste, il est analyste politique. Gilles Chris Chidi, bonjour à vous. Bonjour Joël et Tandy, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et vous répondre à leur façon, en face de lui, un chroniqueur politique. Il n'est vraiment plus à présenter, Jules Léandre Kitty, c'est son nom. Jules Léandre Kitty, bonjour à vous. Bonjour Joël et Tandy, très heureux de vous retrouver les couleurs de votre plateau. Ça fait un long moment. Et de me retrouver aussi en face de mon jeune frère que moi j'appelle jeune journaliste de haut niveau. Merci. Je vous disais dans les couloirs tout à l'heure qu'il fait partie de ceux qui constituent une source de fierté pour moi, et qui me donne la preuve que il y a encore des gens qui ne se sont pas trompés de métier, qui étaient faits pour faire ce job. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, ce fut en tout cas un grand plaisir. On a longuement échangé. La presse béninoise, qu'est-ce qu'elle devient? Mais c'est heureux de constater que les grandes victoires ne se mènent jamais avec une foule de soldats, un soldat ou deux de qualité. Ça suffit pour impulser ce qu'il faut. Et la presse béninoise se relèvera. Merci à tous pour la disponibilité. C'est bon. 2022, une année, peut-on dire, toute rose. Mais on croit, nombre d'analystes, elle n'est pas si rose que ça. En tout cas, pour les politiques, il y a du pain sur la planche. Je me retourne d'abord vers le journaliste, analyste politique. Lorsqu'on le dit, est-ce qu'on a raison? Ou il faut simplement constater et considérer, si on doit penser aux universitaires, que 2022 devrait être considéré comme une année sabbatique? Non, pas du tout. 2022 ne peut pas être considéré comme une année sabbatique. D'abord, je passe par votre biais pour présenter tous mes meilleurs voeux à vous, au grand frère Julien Kitty, à tous ceux qui nous suivent. Et je lui dis merci pour cet hommage qu'il me rend ici. Non, 2022 ne peut pas être une année sabbatique parce que c'est, on va dire, l'année charnière qui, quand bien même elle ne sera pas une année électorale, parce que vous savez que nous venons de sortir d'un cycle électoral constitué de 3 années électorales successives. 2019 avec les élections législatives qui se sont déroulées au vu aussi de tout le monde avec les paramètres que nous savons. 2020, les élections communales que nous avons aussi vues avec les différentes péripéties peut-être, et l'élection présidentielle de 2021. Le Bénin a donc vécu 3 années électorales successives. 2022, ça s'annonce comme une année de repos apparent ou visible, mais une année décisive en ce qui concerne la survie de tout ce que nous avons comme nouveaux partis politiques, notamment. Quand bien même les anciens partis politiques ou les grands partis politiques aussi peut-être peuvent se vautrer dans leur fauteuil et peut-être se gargariser ou se bomber le torse de ce que nous, on est déjà fort, nous sommes suffisamment puissants, on a pu monter ou démontrer notre force de frappe à l'occasion des 3 élections successives. L'année 2022 est l'année de tous les calculs politiques, de toutes les stratégies politiques et on va dire, de toutes les sciences politiques s'il le faut, parce qu'aujourd'hui vous avez vu que déjà en 2018, on a voté la charte des partis politiques, le code électoral, qui régit les élections. Mais la charte des partis politiques, dans son esprit, ou d'ailleurs dans l'esprit de toute la réforme politique, c'était d'assainir le paysage politique afin de pouvoir suffisamment trier
ce qu'on peut appeler formation politique, pour faire asseoir, si je reprends les termes de tous ceux qui avaient institué la réforme, faire asseoir des partis d'ancrage ou d'envergure nationale. Et selon l'esprit toujours, c'est que nous devrions avoir peut-être au plus 5 partis politiques, tout bord confondu, toutes tendances confondues. On se souvient qu'au tout début, le chef d'État avait d'ailleurs il avait souhaité avoir autour de lui peut-être un seul parti politique qui soutiendrait ses actions. Mais aujourd'hui, on a au moins une demi-dizaine de partis qui s'animent en tant que tels. Mais autour de cela, il y a de nouveaux partis qui sont nés, qu'on n'a peut-être pas vu venir. Il y a d'autres partis qui attendent encore d'avoir leur récépissé. Donc, lorsque vous regardez tout cet environnement politique, fait de au moins une quinzaine de partis politiques qui sont là aujourd'hui, avec tous les membres fondateurs par commune, les 15 membres fondateurs par commune, etc., etc., le défi est tellement grand pour chacun de ces partis politiques pour l'élection de 2023. Parce que vous savez, dans la charte des partis politiques, il a été dit que lorsque vous êtes autorisé, vous avez votre récépissé avec tout le cheminement que l'on connaît et que vous traversez des élections sans jamais avoir de résultats concrets, c'est que vous finissez par disparaître. C'est ce que la charte des partis politiques dit. Donc, si en 2023, les élections législatives, certains partis politiques n'arrivaient toujours pas à lever le moindre siège, parce que vous savez, il y a le paramètre des 10%, si on n'arrivait pas à lever le moindre siège, certains partis, au regard de la loi, devraient déjà commencer à disparaître. Mais à quel moment on prend conscience de tout cela? À quel moment on joue suffisamment les cartes? On bouge tous les pions afin d'être sûr qu'on joue bien? C'est en 2022. C'est pour ça que je pense que l'année 2022 est une année suffisamment charnière, décisive, une année de tous les calculs et surtout de toutes les stratégies politiques. Léandre Kitty, une année de toutes les stratégies politiques, et souligne votre vis-à-vis. Le chroniqueur politique a aussi jeté un pavé dans la mare. On ne peut pas se reposer, dites-vous. Oui, on ne va pas se reposer. Je me suis amusé même à titrer ma dernière tribune 2022, l'année de la pandémie électorale. Vous avez eu votre cervelle, votre subconscient suffisamment matraqué par la pandémie de la Covid, mais pensez qu'en 2022, Covid-19 ou pas, en tout cas, mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de Covid-19. Mais c'est clair qu'on parlera politique presque à tous les coups. Et j'ai dit, l'année 2022, c'est vrai, dans cet espace temporel, il n'y a pas un scrutin qui est prévu. Mais ce sera plus qu'une année préélectorale. Parce que constatez déjà qu'en 2023, quand on dit qu'on va faire les élections législatives en 2023, ce n'est pas en décembre 2023 que ça va se faire. C'est au cours des tout premiers mois, même si on changeait de date. Donc c'est au début. Et en 2023, il n'y aura même pas donc le temps pour qui ne s'est pas encore préparé de le faire. En 2022, tout le monde va, en tout cas les plus futés en analyse politique ou les acteurs les plus futés vont zoomer 2026. On va expérimenter pour la première fois les élections couplées. Un président en exercice sera en fin de son second mandat. Les enjeux sont énormes. 2023, pas de 2023, la 9e législature sera une législature de transition. Transition où les anciens, certains anciens, et ils ne sont pas en petit nombre, qui se trouvent encore à l'Assemblée nationale, qui savent très bien que le vent ne leur est pas favorable. Et il y a des signes qui donnent à croire que la porte leur est indiquée. Et un bon politicien, il réfléchit à tous les coups pour voir comment on fait pour que la nouvelle dynamique qui va être amorcée à partir de 2023, qui sera faite de renouvellement de la classe politique, de recomposition de la classe politique, pour peut-être 30 nouvelles années où le système partisan va fonctionner autrement. Parce que de ceux qui ont animé la classe politique depuis 1990, vous en avez qui sont morts, vous en avez qui sont fatigués, vous en avez qui gardent encore
la force de maintenir certaines machines politiques, de se maintenir à la tête de certaines machines politiques à cause de leur parcours, qui sont tellement lourds. Mais il y en a qui sont d'une génération intermédiaire, qui n'ont pas eu le temps d'avoir suffisamment d'étoffe, et donc au détour des législatures se sentent faibles et s'accrochent à chaque régime qui arrive. C'est pourquoi vous en avez qui ont été forts sous Yahi, après ils ont retourné les vestes, ils sont forts sous le président Patrice Talon, mais ils ne savent pas s'ils seront forts après le président Patrice Talon. Alors que pour prendre ces marques, c'est déjà en 2023, parce qu'au lendemain de l'élection de 2000, au niveau de 2026, le rajeunissement sera forcé. Les jeunes acteurs politiques qui estiment que c'en est assez que de jouer le rôle de tâcheron politique, de tenir le sac pour les leaders charismatiques, eux aussi se disent c'est maintenant qu'il faut prendre ces marques. Parce que s'ils laissent les anciens se maintenir encore en 2023, surtout qu'en plus, qu'on aura plus de sièges à l'Assemblée nationale, eh bien, ils ne pourront pas faire parler le poudre politique en 2026. Et donc, il y a toutes ces catégories-là qui vont se battre, comme je l'ai dit, sans pitié, en 2022, pour qu'au début de 2023, on compte avec eux. Et maintenant, il y a cette catégorie qui ne manque jamais le rendez-vous. Il y a toujours des gens qui se lèvent le matin, qui se découvrent des talents d'hommes politiques aussi, parce qu'ils ont réussi à se faire une surface financière qui ne leur ressemble même pas. Ils se disent qu'on peut toujours, alors que le président de la République qui est là, et en plus toute la réforme du système partisan, recommande, entre autres choses, qu'on réduise le poids de l'argent en politique. Il y en a qui vont penser aussi que, oui, on peut toujours, même si on n'a pas une bonne image, on n'a pas un bon crédit confiance, on n'a pas une bonne réputation, et bien, même si on n'est pas connu dans le gotha politique, on peut se lever, acheter les consciences, acheter des gens, des amis, acheter même la place que l'on veut, et puis aller à une élection. Je pense que ça va leur être difficile, mais il y aura au moins forcément des cas, moi je les mets dans le panier de la racaille, et qui vont venir, eux aussi, devenir députés par accident. La réforme en l'état actuel permet une telle rêverie, si vous permettez. Non, la réforme en soi ne permet pas ça. Et les résultats de la réforme du système partisan montrent déjà que c'est de l'assainissement qu'il s'agit. Assainissement du point de vue du nombre de partis politiques, donc de machines. Assainissement du point de vue du renforcement des partis politiques au détriment donc des alliances de petits partis. D'accord ? Encore que là, il y a redit, parce qu'on a eu des résultats, le nombre est réduit, mais il y a comme un cycle contraire que les gens ne veulent pas supporter, ce qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, il y a de nouveaux partis qui se créent, et quand vous revoyez, ce n'est pas forcément des partis qui vont avoir l'étoffe que ceux qui sont sur l'échiquier aujourd'hui, autour de 5, qui sont en train d'animer la vie politique. Mais là, ce n'est pas grave, on a déjà eu un résultat. Mais vous savez, pour tout vous dire, on a beau faire des réformes les plus extraordinaires, c'est des hommes qui veulent les appliquer, qui veulent les mettre en œuvre. Mais si l'homme n'a pas changé véritablement, et c'est en cela que parfois je trouve qu'il faut analyser l'attitude du président de la République du Bénin actuel, Patrice Talon, par rapport à cette réforme-là, ses postures, avec beaucoup de circonspection. Tous ceux qui voient le président Patrice Talon un peu trop fort dans la manière de regarder ce système, de le contrôler. En fait, si vous voulez que quelqu'un pour qui un bébé est très cher, si vous voulez qu'il dorme sur ses lauriers, qu'il se dise, bon, ok, je peux laisser la mère, je peux laisser faire, donnez-lui la preuve que vous êtes suffisamment responsable pour avancer. Mais, vous savez, quand vous constatez que des gens sont capables, beaucoup d'acteurs politiques sont là à réfléchir à comment imploser le système de l'intérieur. Il y en a qui se sont habitués à ça. Moi, j'ai vu des groupes où, oui, les gens se sont dit, tel que ça fonctionne, c'est bien. On peut aller dans tel ou tel regroupement pour être plus fort, et c'est suffisamment responsable. Mais vous en avez qui sont dans des groupes qui ne sont pas du tout à l'aise, qui rêvent de ce que le système ancien revienne. Qui rêvent. Maintenant, ceux qui veulent
pas entendre, qui ne veulent pas entendre le langage de la réforme, ils vont toujours tenter, ils vont se dire on est au Bénin, on peut toujours s'arranger. Je dis ce dont je parle là, et peut-être dans les jours à venir, je me permettrai de commencer par citer des gens. Vous allez trouver ça suffisamment osé, mais je vais donner des cas. Leur personne ne me dérange pas, mais ce qu'ils incarnent m'intéresse. Et j'ai souvent dit, quel que soit, même en milieu partisan, même si vous me classez quelque part, moi je ne vais pas perdre la tête. Il faut que la réforme du système partisan que nous avons expérimenté jusque-là, qui a donné des fruits, réduction du nombre de partis politiques, renforcement des partis politiques pour avoir un ancrage suffisamment grand sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, réalisation inédite d'un acte constitutionnel, la mise en place du financement public des partis politiques, et qui a une mesure incitative. Vous savez, quand vous avez le BR, vous avez l'UP, vous avez FCBE, qui ont déjà touché la deuxième tranche pour l'année 2021 de leur financement. Et vous n'avez jamais entendu un parti politique aller à une rencontre budgétaire? Ça commence par venir. Ça veut dire que ça fait penser aussi aux règles de bonne gestion des deniers publics. Et les dispositions qui régissent les partis politiques aujourd'hui vont jusqu'à leur faire obligation, même quand c'est des fonds privés, ce n'est pas le financement public, de se laisser contrôler dans la gestion. On y revient justement. Donc, c'est vous dire globalement qu'il y aura tout ça, mais 2022, il n'y a rien à faire. Nous avons déjà égrené quelques jours, tous les jours de l'année 2022. Les gens vont parler stratégie politique, ils vont parler action politique, et il y a une sélection qui va se faire. Tout contraire, moi je suis allé jusqu'à penser que l'issue des élections législatives de 2023, ça va se jouer en 2022. Oui, comment est-ce possible? On répondra à la question ensemble. Alors, apprécions un peu l'information aujourd'hui disponible sur l'échiquier politique national. On commence avec vous. Quand on prend les formations J+TD qui existent aujourd'hui, comment chacune d'entre elles peut-elle préparer 2023 en tenant compte de ce qu'on peut appeler l'ardoise de 2021? Très bien. Alors, déjà, vous avez une belle brochette de partis politiques avec différentes identités. Déjà, si vous voyez par exemple autour du chef de l'État, les partis de la majorité présidentielle, tous les partis n'ont pas les mêmes poids compte tenu de leur expérience juste après la mise en œuvre de la réforme politique juste là. Vous avez par exemple, je vais donner des exemples concrets, le parti L'Union progressiste qui, à l'occasion des élections successivement, si je prends les législatives, les communales, parce que la présidentielle c'était tout un mélange, les deux élections là, de 2019 et de 2020, l'Union progressiste a montré jusque-là qu'il est le parti le plus fort après la réforme politique. Le parti ayant réuni a le plus impacté les Béninois ou a beaucoup plus recevoir leur assentiment. Derrière, vous avez le Bloc républicain qui est le deuxième parti politique derrière l'Union progressiste. Et ces deux partis sont jusqu'à présent, depuis 2019, les deux qui sont à l'Assemblée nationale, donc qui ont le pouvoir de légiférer. Or, nous savons que l'Assemblée, c'est le plus grand lieu, le haut lieu de la politique, de tout État. Et donc, du coup, ce sont ces deux partis qui presque déterminent le sort, politiquement parlant, de la République. Parce que c'est après ces partis-là qui, à travers leurs élus, leurs représentants, à l'Assemblée, reverront le code électoral. Vous vous souvenez, en 2020, par exemple, pour la révision de la Constitution, le 1er novembre 2019, ce sont ces élus. Donc, c'est dit que déjà ces deux partis ont une certaine avance sur le reste. Mais vous avez derrière un troisième parti qui, à l'occasion des élections communales de 2020, a pu avoir un peu plus de 10%, environ 16%, le parti Force Corée pour un Bénin émergent. Bon, or, vous savez qu'à l'issue de cette élection, le parti FCBE avait eu d'abord 7 maires. Après, bon, pour des détails peut-être négatifs, ils ont finalement pu perdre encore un, à Parakou notamment, et aujourd'hui, FCBE, à l'issue des élections communales,
à 6 élus. Ça fait que ce parti n'a pas eu la possibilité d'ailleurs d'avoir 16 parrains pour la présidentielle. Donc, lorsque vous prenez par exemple ces 3 partis, à l'issue de leurs différentes expériences électorales jusque-là, eux, ils ont déjà été dans le feu de l'action. Ils savent à peu près comment est-ce qu'ils ont pu se faire évaluer par la population. Dans un environnement d'ailleurs, rappelons-le, où on n'a pas eu une trentaine de partis politiques en lice pour l'élection. Je prends par exemple les législatives, on n'avait eu que 2 partis en compétition. Pour les communales, 5 partis en compétition, avec comme à l'arrivée 3 qui ont pu franchir la barre et qui ont... Des 10%. Voilà, des 10%. Donc, déjà les 2 partis qui n'ont pas pu avoir de score, le PRD par exemple, à l'occasion des élections communales, se rend compte que même en s'appuyant sur ces 30 ans de vie, d'expérience, de militantisme, avec l'esprit des 10% et de la nouvelle réforme, que la tâche n'est pas si facile que ça. Souvenez-vous qu'à l'occasion du vote du code électoral, avec la 7e législature présidée par Maître Adrien Mbedji, les députés avaient proposé d'abord 15%, un seuil de représentativité de 15%, et soutenu par Maître Adrien Mbedji. C'est les débats qui ont conduit à finalement dire non, rabaissons ça pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de pouvoir faire un bon score, donc disons 10%. Mais le grand PRD, je dis le grand pour tout ce que le PRD a pu faire, n'a pas pu avoir les 10%. Ça veut dire que quand vous prenez par exemple ce parti-là, le PRD, qui, si on devait seulement s'en tenir à son score dans l'OME, aurait pu rafler les mairies de Porto Novo, de Sémèque-Podier, les communes environnantes, n'a pas pu lever le moindre siège dans n'importe quelle commune. Ça prouve que, et déjà avec cette expérience, ça prouve que la bataille ne sera pas si facile, n'est pas si facile que ça, et ne sera pas non plus facile. Et lorsque vous prenez ces différents partis-là, qui ont cette envergure et qui ont vécu ça, FCB, vous savez, FCB, ce n'est pas parce qu'ils ont proposé de belles idées, c'est parce que dans le subconscient du Béninois lambda, il y a la tribu Kori qui est là et qui rappelle les bons temps, les bons vieux temps de Boni Yayi. Je le dis comme ça, peut-être au risque de choquer les uns les autres. Et c'est ça peut-être qui a pu valoir au parti FCB de passer le cap, quand bien même Boni Yayi est sorti. Après, vous avez beaucoup des cadres de ce parti-là qui sont sortis pour aller créer un autre parti dénommé les démocrates. Et si vous prenez aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a le parti Les Démocrates qui est là, présidé par Eric Ndete avec Boni Yayi comme président d'honneur. Or, nous savons tout l'aura de Boni Yayi, toute sa personnalité. Quand Boni Yayi descend, il draine des foules. Donc, si les démocrates entrent dans la course ou veulent entrer dans la course, ils sont, pour moi, ils représentent une certaine mastodonte politique. Moi, jusqu'à ce que les élections nous démontrent le contraire, je les mets au même pied d'égalité peut-être que le BR minimum, c'est-à-dire en termes de pouvoir faire un score à l'occasion d'une élection. Pas parce qu'ils ont de belles idées peut-être, pas parce qu'ils... Juste pour ces têtes-là. Boni Yayi, peut-être certains de ces cadres qui sont au sein de son parti. Donc, il y a les démocrates. Après, ça, ce sont les gros morceaux. Après, maintenant, vous avez autour deux petits partis politiques qui sont là, MPL, PER, Restaurer l'espoir de Kandi Azané, dont personne ne parle, mais qui a son récépissé, qui est officiellement là, mais qu'on ne sent plus sur le terrain. Vous avez d'autres partis, il y a des partis même dont NFN, etc. On reviendra sur ces partis que vous qualifiez de petits, sont-ils si petits avec votre mission, bien entendu, BR, UP, PRD, vous êtes allé sur une autre piste, parlant des démocrates. On va voir juste la réaction de notre chroniqueur politique et on revient sur ces autres formations. Oui, je Léandre Kitty, BR, UP, FCBE, qui ont déjà fait l'exercice de la nouvelle réforme, qui savent ce que ça vaut. 2022, pour eux, demandera quel type d'effort? Bon, mais il faut déjà, avant de répondre à cette question, dire que la question de tout à l'heure, quand mon cher ami parlait, il a dit que le parti PRD n'a pas pu lever de siège dans une seule des communes. Non, je pense le contraire. Il faut qu'on sache ce qu'on est en train de mettre dans lever de siège. Vous avez eu des partis comme le PRD, vous avez des partis comme l'UDBN qui, au détour des communales, ont eu les scores, ont fait des scores qui permettent d'avoir des conseillers.
Donc, ils ont levé des sièges. Mais après, ils n'ont pas été éligibles au partage des sièges. Parce qu'au plan national, ils n'ont pas eu 10%. Bon, c'est cette conclusion qui motivait, donc, à mon avis. Maintenant, si nous considérons que lever les sièges signifie, est-ce que vous avez été déclaré, vous avez eu 10%, on vous a dit que vous avez droit au siège, d'accord, là on s'entend. Maintenant, parce que moi j'ai souvent insisté aussi pour qu'on fasse la nuance entre le poids électoral et le poids politique d'un parti politique. Un parti politique peut faire un score électoral. C'est ça que mettait en évidence en disant que même dans l'OME, le PD aurait pu avoir le contrôle de certaines communes. Donc c'est ça qui permettrait aux gens aussi de comprendre pourquoi pour la première fois vous avez un conseil communal à Porto Novo mais qui n'a pas de conseiller PRD, alors qu'on sait qu'on ne peut pas les négliger là, que vous ayez eu un parti politique comme UDBN qui, tout en ayant des percées dans le pays, ne lève pas des sièges dans la 6e circonscription électorale et qui a fait des scores dans le septentrion qui ont surpris tout le monde, ou dans l'OME, le plateau aussi, qu'on a découvert avec les chiffres, ils auraient pu être dans les conseils communaux. C'est bon de le leur reconnaître. Alors, revenons à ce qui peut être la priorité, ce qui peut être le challenge pour les partis politiques comme le BR, l'UP et FCBE. Non, je pense que c'est simplement l'esprit, l'état d'âme de quelqu'un qui est monté au fait d'un arbre. Il a deux choses à faire. Il se bat pour se maintenir au fait de l'arbre, ou il chute. Et la chute est plus dangereuse que la personne qui n'a même pas eu la capacité de monter l'arbre. D'accord ? Alors, quand on est champion, quand on a été déclaré les 3 partis politiques qui ont pu avoir les conseillers, quand pour le cas du BR et de l'UP, on a le privilège d'être les seuls partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, dans des conditions où on sait que pour les élections législatives à venir, tout le Bénin politique, y compris moi qui vous parle, je souhaite que tous les groupes politiques, dont les membres, les leaders, aspirent à animer la vie politique, à se retrouver à l'Assemblée nationale, puissent se donner tous les moyens légaux pour qu'il y ait la compétition qui mette tout le monde d'accord. Et qu'on cesse de voir en la personne du président de la République ou du chef de la mouvance présidentielle le bouc émissaire. Non. On se bat, et ça fait partie de la bataille qui va se faire en 2022, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez, sans donner le même poids, et ça je le conteste frontalement, sans donner le même poids imaginaire, heureusement que c'est imaginaire, au BR et au parti Les Démocrates, parce que les partis, il faut voir les individualités qui peuvent faire l'image, la guerre psychologique au profit d'une équipe. Mais après, il faut voir la compétition, les règles de la compétition. Georges Weah a beau être le champion, le seul Africain à gagner Ballon d'Or dans l'histoire du football. Le Libéria n'a jamais pu être une équipe de football aussi solide pour affronter l'Argentine et gagner, aller même en Coupe du Monde. C'est valable. Quand vous voyez l'organisation du bloc républicain aujourd'hui, c'est pas parfait. Quand vous voyez l'organisation de l'UP, vous voyez les groupes qui les composent. Quand vous voyez les démocrates, vous avez des individualités qui peuvent vous faire dire que oui, voilà un parti qui pourrait même, dans l'opposition... Comme je le disais, ces formations qui ont pu passer la barre. Oui, je vous disais que ce qui doit être la priorité, c'est de développer des stratégies pour se maintenir à leur position. Il y a au niveau du bloc républicain, par exemple, la décision qui a été prise ou l'ambition qui a été affichée au détour de la fusion BR-UDBN, par exemple, de faire du bloc républicain la plus grosse puissance politique au Bénin. Le premier test grandeur nature, c'est déjà les législatives de 2023. Parce que quand on voit la taille du BR derrière l'UP et quand on voit la taille, la santé qui était celle, la santé politique qui était celle de l'UDBN, quand la fusion se fait, on devrait s'attendre à ce que donc ce parti puisse supplanter même l'UP. Mais l'Union progressiste ne se laissera certainement pas faire aussi facilement. Et donc la bataille va être déjà de tenir les rangs qu'on a, d'accord,
que ce que dit le bloc républicain ne soit pas que des intentions qui soient affichées. Et vous savez, la combativité qui caractérise le groupe, je dois dire, ex du UDBN, vous connaissez la combativité qui caractérise certaines individualités, certains groupes, certaines tendances au sein du bloc républicain et au niveau de l'UP également. Mais la mouvance présidentielle, je peux vous le dire, je l'ai dit dans ma tribune, est guettée par quelque chose. Il faut donc une bonne organisation, pas une parfaite, une bonne organisation et un franc jeu entre composantes de la mouvance présidentielle pour que... Qu'est-ce que vous appelez franc jeu? Franc jeu, c'est respecter un minimum de coexistence pacifique entre ces formations-là et ne pas se détruire de l'intérieur. C'est-à-dire que Quel intérêt à penser se détruire de l'intérieur? Ah, mais vous connaissez l'histoire politique du Bénin. Et moi, je suis en train de vous parler d'un rêve que je nourris, de voir que ma génération puisse, dans le jeu politique, pouvoir dire la politique ne peut pas se réduire au machiavélisme permanent à outrance. C'est-à-dire que la politique ne peut pas se réduire à faire les choses autrement qu'on ne devrait les faire. La politique ne doit pas se réduire à se faire mal dans la même équipe. Vous savez, quand autour du même chef, si les gens se font trop mal, je ne suis pas en train de prôner la naïveté politique qui veut qu'on pense qu'on va vous faire de cadeaux en politique, même si vous êtes du même camp. Même au sein d'une formation politique, la même formation politique, on ne se fait pas de cadeaux. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. D'accord? Et vous allez constater, si par exemple, qu'est-ce que le chef de l'État lui veut? Il veut, tout chef d'État, et ce n'est pas malsain de le penser, tout chef d'État veut une majorité confortable à l'Assemblée nationale parce que ça lui permet de fixer ses objectifs de développement, de foncer, d'avoir l'aval du Parlement. Donc ils doivent, ces deux partis politiques, se battre pour se maintenir à leur niveau. Le franc jeu, c'est de se respecter, c'est de voir jusqu'où on peut faire des jeux brutaux avec l'autre. S'il y a des jeux brutaux qui peuvent vous amener à vous anéantir, qui peuvent vous amener à vous nuire vous-même, dès que ça arrive à ce niveau, ça vous dégringole et ça vous fait dégringoler et l'adversaire profite du mur lézardé. Et l'adversaire aujourd'hui, et j'en viens donc à ce que les partis de la mouvance présidentielle doivent faire, c'est de ne pas minimiser ceux qui sont en face. La démonstration de mon cher ami Chidi tout à l'heure a eu le mérite de vous dire que tout n'est pas fini de l'opposition. Vous avez tout récemment les FCBE qui déjà, quel que soit ce que vous pensez d'eux, vous avez beau penser que M. Oungpé n'a pas l'étoffe de grands politiciens. Bon, après, par le destin qui est le sien, il est chef de file de l'opposition. Il est à la tête de FCBE qui a des maires, d'accord? Et les démocrates ont fait très rapidement un conseil national sur le thème de la déclaration officielle d'appartenance à l'opposition. Et comme il a dit, un Boni Yahi, un Éric Doundété et bien d'autres personnes qui sont autour, ça n'est pas rien. Mais est-ce que les problèmes internes, les problèmes qui leur sont propres, vous voyez, ils ont les reliquats négatifs de l'expérience de la présidentielle. C'est que vous le veuillez ou pas, en analyse politique, on devrait mettre dans la balance le fait que c'est leur candidate qui se retrouve condamnée pour des faits qui, même si ça reste une affaire devant la justice, dans l'opinion, ce n'est pas favorable pour eux. Il faut gérer ça. Ensuite, il y a des démissions. Qu'un Moïse Kérékou parte de là en révélant maintenant des tractations en griffe, selon ses dires, peu orthodoxes, qui ont conduit à la désignation de... Ça, ce n'est pas une bonne actualité pour eux. Et mieux, à cause de leur crise interne, eux, ils n'ont pas pu arracher le poste de chef de file de l'opposition, parce que constitutionnellement, c'est pas une mince affaire, hein, ce n'est pas n'importe qui. Vous pouvez ne pas le respecter. Si c'est lui qui est désigné à ce niveau-là, vous n'avez pas la même taille vis-à-vis des institutions de la République que lui. Maintenant, sur le terrain, les démocrates auront pour ambition de réussir
à peut-être descendre la machine FCBE. Et le risque à ce niveau aussi dans l'opposition, c'est qu'eux aussi, ils perdent de vue la bataille à mener avec la mouvance en allant mener leur propre bataille dans l'opposition d'abord, parce qu'il y a une guéguerre une bataille entre les démocrates et les FCBE. Cette bataille aussi va se mener en 2022 pour qu'aux portes de 2023, que ce soit les démocrates ou FCBE, que nous ayons un parti politique. C'est pourquoi je vous disais que l'issue va se dessiner en 2022 également. Donc eux aussi, ils ont cette bataille à faire. Maintenant, ils ont un travail de terrain plus extraordinaire à faire. Parce que qu'on le veuille ou non, quand vous prenez BR et UP, c'est vrai, ils ont à se battre pour se maintenir, mais l'ancrage qu'ils ont sur le terrain est forcément plus fort. C'est maintenant, quand vous faites l'enquête sur le terrain, c'est maintenant que vous allez voir les démocrates en train de faire leur recrutement. Vous allez voir les FCBE avec la vague de démissions qu'il y a eu à leur congrès de Dassatou récemment. Eux-mêmes l'ont reconnu. Seulement qu'à l'issue de ce congrès, je vois, ils font des recrutements qui ne me convainquent pas. Je ne suis pas dans leur formation politique. Quand ils récupèrent des gens qui ont perdu tout crédit, confiance au niveau politique, qui ont papillonné un peu partout. J'ai vu quelqu'un qui, par exemple, après avoir joué les prestataires de service au niveau de l'UDBN, et après son contrat de prestataire arrêté, un beau matin, on le voit détour d'une activité du BR dans Abomey-Calavi. Il dit « Je suis BR avec Badjoku ». Il fait une interview. Il ne revient pas nous dire qu'il est déçu du BR ou qu'il a quitté. Et puis il y a congrès FCBE, il dit « Je reviens dans la maison FCBE ». C'est qui ça? Non, je vous parle de M. Soupon. C'est-à-dire, c'est pas de la diffamation, c'est des choses, si on veut que la politique puisse avancer. Moi, je rêve d'avoir aussi bien dans le monde des médias, les journalistes, ça, je vous apprécie beaucoup pour ça, dans le monde des acteurs politiques, qu'il y ait des gens qui sachent également analyser les choses, appeler les choses par leur nom. Mais quand j'ai vu, il y a quelqu'un, j'attends de voir ce qu'il peut apporter au FCBE, par exemple, l'ancien ministre Adiou, qui, entre-temps, moi, je n'ai pas compris comment il était au FCDB du professeur Toleba. Oui, mais le problème, c'est quoi? Pour le parcours qu'on lui a connu, qu'il aille dans le parti du professeur Toleba et qu'on le voit effacé comme ça pendant tout ce temps. Oui, on a l'impression que politiquement, il est mort. Après, il revient pour annoncer que, bon, voilà, il va apporter quelque chose de très grand. Et vous entendez dans les interviews qu'ils ont accordées, des gens qui adhèrent à un parti politique. Et le jour, ils vous disent en même temps, c'est pour les législatives. Pour ça, d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont l'étoffe qu'il faut pour que... Moi, peut-être qu'ils l'ont, Et s'ils réussissent à apporter quelque chose de très grand à FCBE, mais vous me verrez le dire pour dire, c'est des gens qui avaient encore des cartouches. Alors, débat 2023, qui doit se préparer forcément en 2022, quand on vous suit, parti BR-UP, à croire un peu vos analyses, on a moins à se mettre Matel en tête que d'autres formations, FCBE et les démocrates. Je m'en arrête là pour le développement fait par M. Kitty, les formations FCBE, le parti, les démocrates. Oui. Quelle urgence pour se réveiller en 2022? Bon, d'abord, vous savez, les partis Union progressiste, Bloc républicain ne peuvent pas dormir sur leur laurier. Ils le savent. Parce que c'est vrai, ils ont pu faire jusque-là de bons résultats, de bonnes expériences. Mais il se fait que le chef de l'État est en train de finir progressivement son dernier mandat constitutionnel. Et ça fait que quand on se retrouve dans un tel contexte, les enjeux ne sont toujours pas les mêmes. Et au sein même des partis, c'est pour ça que Julien Kitty mettait l'accent tout à l'heure sur la cohésion à l'intérieur de ces partis. Donc, ils ont beaucoup de travail à faire pour se maintenir comme cela, à ce niveau. Mais vous avez évoqué le parti, les démocrates et FCBE. Vous savez, les démocrates, et je reviens sur ce que j'avais dit, les démocrates, pourquoi je les mettais au même pied que le BR? Déjà, lorsque... Vous parlez au passé, maintenant vous ne les mettez plus à Non, je les mettais tout à l'heure dans mon analyse précédente de Julien Kitty. Moi, j'avais contesté ça. Vous mettez dans absolument, la je voudrais vous démontrer pourquoi. Déjà, prenez en compte le taux de participation à l'occasion de nos 3 dernières élections. Pourquoi parfois ceux qui ne vont pas voter ne vont pas voter? Parce que parfois ils estiment, quand vous les
vous leur posez la question, vous les questionnez, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas encore eu les propositions qu'eux, ils voudraient avoir à l'occasion du débat électoral. Prenez par exemple le cas de la présidentielle. Lorsque, par exemple, les gens attendaient peut-être les démocrates aux élections, etc., et que le président du parti se levait dire, même si on nous offrait le parrainage, on ne voulait pas, quel a été l'avis de l'opinion? Les gens étaient déçus de ce que eux-mêmes, pour une raison ou pour une autre, ça c'est un autre débat, ne voulaient pas du parrainage pour aller aux élections. Ils peuvent encore vous aider à avoir la déception. Ils peuvent encore décevoir laissez-moi finir. C'est que déjà, ça a pesé lourd dans la balance de ceux qui n'ont peut-être pas choisi d'aller voter. Ceux qui ne sont pas allés voter. Je ne dis pas que tous ceux qui ne sont pas allés voter ne l'ont pas fait parce que les démocrates n'étaient pas aux élections. C'est un aspect quand même important. Lorsque, par exemple, vous prenez ça et que vous vous dites, si les démocrates entrent dans la course et veulent bien le faire, c'est que peut-être ça peut intéresser certains pour aller les voir à l'Assemblée nationale, rien que pour qu'ils aient les 10%, les gens peuvent aller voter pour ça. Je ne fais pas de la fixation sur eux, mais c'est une pesanteur importante. Mais là où je peux essayer de rejoindre finalement ce qu'il disait, c'est que quand cette étape-là, puisque vous rappelez un peu l'histoire là. Oui. Lorsque Éric Rondeté a pris cette posture, on a observé comme une cacophonie par la suite. Tout à fait. Ricky Amadougou, candidate, et puis là on voulait du parrainage. C'était les jeux étaient déjà brouillés parce que le parti officiellement dit non, on ne veut pas. La candidate dit avoir fait des démarches en sourdine contre l'avis du parti. Donc là, c'était plus du tout sain et ça ne pouvait rien donner de bon. Et je l'avais dit à l'occasion que c'était un panier à crabes, ça ne peut jamais rien donner de bon. Et effectivement, ça ne nous a pas trompés. Mais lorsque vous allez au-delà et que vous voyez par exemple aujourd'hui le paysage politique de ceux qu'on peut qualifier d'opposants, c'est-à-dire des partis qui se déclarent comme tels. Je prends le parti Force Corée Bénin Émergent, FCBE. Et d'ailleurs, dont le secrétaire exécutif national est le chef de file de l'opposition. Ce parti est issu de la gouvernance passée de Boni Yayi. Vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous prenez Boni Yayi, lui seul, je viens de faire un petit calcul, lui seul, il a généré 4 partis indirectement. FCBE, les démocrates, dont il est le président d'honneur, le parti La Nouvelle Alliance, qui est en cours de création avec Théophile Yarou, Laurent Delors-Faton, qui sont des résidus du parti FCBE. Vous avez encore un produit des démocrates, donc du coup, toujours dans le siège de Boni Yayi, René Agossa, qui est en train de faire son parti Restaurer la confiance avec 4 partis que Boni Yayi a générés, enfin, qui sont dérivés de lui, sa seule personne. Ce fait peut finalement être un handicap sérieux pour les démocrates et les FCBE, tout ce qu'on peut appeler après parti d'opposition, si eux tous, ils cherchaient vraiment à aller aux élections en tant que tels. Parce que vous vous souvenez que le code électoral a interdit les alliances à l'occasion des élections. Ils ne peuvent pas le faire. Tenter d'aller aux élections s'ils tentent d'aller aux élections seuls, l'UDBN a fait la meilleure expérience de ce que le refus de vouloir aller avec les autres ne donne pas toujours de bons résultats. Ils ont fait un peu plus de 2% à l'occasion des élections. Et on connaît la suite, ils sont allés rejoindre le bloc républicain. Encore que ce n'est pas fondamentalement la raison qui a amené l'UDBN à accepter Oui. Lorsque, par exemple, vous prenez après ces pesanteurs-là, le fait parfois que le discours soit brouillé sur le terrain, FCB va partir, les démocrates, la Nouvelle Alliance, Restaurer la confiance, sans oublier que dans le même temps... Il faut préciser, Nouvelle Alliance. Oui, de Théophile Yarou, Restaurer la confiance de René Agossa. Ça attend dans le couloir. Tout à fait. Et il y a de fortes chances. Moi, j'ai causé avec René Agossa il n'y a pas longtemps et il me confirmait que les démarches sont presque à terme, tout ça. Mais ça reste sa parole. Voyez-vous, mais j'ai de forts sentiments qu'en 2022, là, ces deux partis auront leur récépissé. Bon, s'ils avaient leur récépissé, c'est qu'ils voudront aussi aller aux élections. Pourquoi pas? Parce qu'on veut bien avoir des sièges à l'occasion des élections législatives. Et c'est ça qui peut être le handicap, finalement, pour le Parti Les Démocrates et qui peut m'amener maintenant à reconnaître un peu de pertinence dans le point de vue de Julien Kéti. Sinon, si c'est qu'il n'y avait pas cette pesanteur où il ne s'éparpillait pas un peu de trop, c'est que le Parti Les Démocrates aurait pu faire bonne impression, aurait pu faire sensation. Mais même là encore, je ne suis pas péremptoire, on verra bien. Parce que après, ce qui peut les favoriser, mine de rien,
c'est que les gens, quand vous écoutez parfois certains ténors de ces partis-là, parfois même FCBE, leur discours porte au sein de l'opinion. On est parfois impressionné par leur seul discours qui consiste à dire oui, les Béninois ont faim, oui, il n'y a pas de social, etc., etc. Lorsqu'ils surfent sur peut-être les revers, pas les revers, on va dire le prix à payer des concitoyens dans le cadre des efforts fournis par le gouvernement pour telle ou telle action, et qu'on surfe sur ça pour aller vers les populations, les Béninois sont très émotifs. Le débat que vous venez de faire, les analyses sur le corollaire des élections présidentielles, la condamnation de tel, les démissions de tel, c'est au sein des intellectuels que ces débats se font. Dans la masse populaire, les gens oublient très vite ces affaires-là. Vous souvenez-vous de la présidentielle 2016 ? Je ne vais pas en dire long. Donc, c'est pour dire quoi ? Au sein de l'opinion, après, c'est les têtes qu'on regarde. Bon, voilà, Noureno Achari arrive, oui, voilà, on va changer les choses. On est très amnésique, peut-être de leur propre gouvernance quand ils avaient fait 10 ans. Et c'est ça le peuple béninois. Nous sommes malheureusement dans ce contexte, il faut le dire. Ça aussi, ça compte dans l'analyse politique, notre sociologie. Donc, c'est pour dire que, à l'arrivée, l'opposition, moi, c'est ma conclusion peut-être sur ce point. Je trouve que l'alternative de ces micro-partis, ce que je qualifie de micro-partis, c'est les partis dont on n'entend pas parler tous les jours. Il y a des partis qui sont là, qui ont leur récépissé qu'on ne voit jamais. Ces partis-là, leur alternative, il y a même des partis dont on entend parler, mais qui jusque-là n'ont pas encore réussi à prouver quoi que ce soit, à quelque élection que ce soit. Je ne vais pas dire des noms pour ne pas les fâcher. Vous suivez mon regard. Donc, ces partis de traîner toujours encore sur les partis que vous considérez comme marqués. Oui. Quand on les prend, avec les analyses que vous faites, les voyez-vous atterrir à l'Assemblée? Là, vous parlez quoi? De Bloc républicain? FCBE. Non, le problème... UP, BR. Non, l'UP et le BR, avec presque. Je ne vais pas dire c'est un acquis. Oui, presque. Parce que, encore une fois... Dites que c'est sûr. Non, que je n'ai pas une boule de cristal et je ne voudrais pas tomber dans un piège de fatalisme. C'est un fatalisme. Vous voyez le parcours, vous voyez la réforme. Non, le parcours, tout ça, ça parle. Non, parce que la question qui est posée, c'est juste de savoir si on peut être sûr qu'ils iront là-bas. Mais c'est ça ce que je vais éviter. Je ne peux pas être sûr. Je ne vais pas dire... Ils iront d'office à l'Assemblée. Je ne vais pas le dire. Ça dépendra après des partis en lice et de l'environnement électoral. Ça compte beaucoup. Vous avez parlé, par exemple, des règles du jeu. Ça compte beaucoup. Les règles du jeu. Est-ce que, par exemple, on sait que pour la présidentielle, parmi les règles, ça peut nous plaire, ça peut nous déplaire, il y avait le parrainage. Les gens ont dit, je ne veux pas du parrainage. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, vous avez choisi de ne pas aller aux élections. Qu'on le veuille ou pas, ça peut être pour des raisons justes, ça peut être pour des raisons fausses, etc. Mais déjà, vous n'êtes pas allé aux élections. Ça compte pour laisser la voix aux autres. Mais quand vous prenez par exemple les deux grands partis, vraiment, sauf cataclysme, je pense, de ma position actuellement, ils devraient aller à l'Assemblée. Okay. Mais j'évite de dire... c'est gagné d'avance, c'est sûr, ils n'ont plus rien à faire, sans aucun effort, ils iront à l'Assemblée. On reste dans le contexte actuel des tests tels nous les avons, la politique telle elle s'applique aujourd'hui. BR, UP, ça devrait, dites-vous. Moi, j'ajoute à côté la FCBE, le score. J'ajoute à côté le PRD qui a annoncé la remontada, vous avez suivi. Je mets à côté les démocrates qui, visiblement, pourraient peut-être, cette fois-ci, prendre part effectivement, ce qui n'a pas encore été fait, prendre part effectivement à un scrutin. Donc, quand je prends ces formations, vous avez déjà parlé du BR-UP, alors FCBE, PRD, les démocrates. Oui. D'abord, si par exemple ces trois partis, ajoutés aux deux premiers, étaient peut-être les 5 à aller à l'élection, si c'était les 5 partis à aller à l'élection, moi je vois d'abord UPBR, les démocrates aller à l'Assemblée et avec beaucoup de sacrifices et d'efforts, vraiment beaucoup de sacrifices, FCBE. Le PRD est actuellement, pour moi, ça n'engage que moi, dans une option de suicide politique. Suicide politique. Le PRD refuse peut-être de mesurer la gravité de la question des 10%, à mon avis. Parce que le PRD a un patrimoine, c'est vrai. Ils ont une identité, ils ont leur parcours, tout ça. Mais ça reste dans l'OME. Aujourd'hui, le grand point fort des partis comme UPBR, et que le PRD n'a pas, c'est qu'en naissant, l'UP n'existait pas peut-être avec les résultats de l'Union fait la nation. Encore qu'on sait que l'Union fait la nation, c'était pas seulement Bruno Amoussou dans son Koufo qui faisait son truc. Il y avait des gens dans le zoo, il y avait des gens un peu partout. Lorsqu'on ajoute, on fédère
finalement, on jette un coup d'œil panoramique dans l'UP, vous allez voir Issa Salifou, qui est complètement au nord, qui est dans l'UP. Vous allez voir, comment on appelle, Louis Vlavonou, qui est... Vous voyez beaucoup de cadres éparpillés un peu partout. Ça va faciliter, par exemple, la mobilisation à la base. Le PRD, pour des raisons administratives, au ministère de l'Intérieur, a ses 15 membres fondateurs par commune, d'accord. Mais quelle est l'étoffe des barons de ce parti dans chacune des grandes régions, des régions névralgiques du pays, pour pouvoir rassembler les foules et leur mobiliser les 10%. C'est là où moi je ne vois pas ça réaliste. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, j'évite d'être péremptoire sur chaque point de mes analyses. Mais j'estime à l'heure là que le PRD est dans une option de suicide politique. Ça reste mon avis. Ça reste votre avis. Pour le parti FCBE, le parti FCBE peut se voir compliqué, enfin, peut se voir dans une grosse difficulté si effectivement il était en lice avec les démocrates. Parce que, et c'est là où peut-être ça peut jouer. Les gens n'ont pas vraiment cette crainte-là, ou bien on ne voue pas un certain respect à Paul Ronpin comme patron du parti FCBE. On estime qu'il n'a pas l'étoffe, etc., etc. On peut avoir tort, on peut avoir raison, mais c'est le constat populaire. Et l'autre chose, c'est que Boni Yayi, dans son discours, si effectivement son parti était en lice, peut facilement les vilipender et puis leur mettre sérieusement le bâton dans les roues. Ne nous voilons pas la face. Boni Yayi, les gens le portent toujours dans leur cœur. Donc, si par exemple, je l'ai dit, si on considérait ces 5 partis en lice, je me dis que UPBR iront à l'Assemblée, les démocrates vraisemblablement, FCBE avec beaucoup d'efforts. Le PRD pourrait avoir encore ces bons scores dans l'OME, mais vraiment, je ne vois pas ce en quoi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un ministre au gouvernement? Ce n'est pas ça, ce n'est rien, ça, c'est un poste nominatif. Je ne vois pas vraiment encore comment le PRD peut vraiment réussir à nous émouvoir. Mais tout est possible. Je ne veux pas être péremptoire. Vous avez ajouté tout est possible. On ne va pas l'oublier. Voilà. Tout est possible. Oui, j'espère qu'on reviendra sur les micro-partis. Oh, tout à fait. Bon. Julien Kitty, voilà des 5 formations politiques, chacune avec leur histoire. BR, UP, pour vous, la descente à l'Assemblée pour la prochaine législature, un acquis où il va falloir réfléchir, pas 2 fois. Non, vous savez, je suis depuis, en tout cas pour ceux qui me connaissent très bien, j'ai toujours été pour qu'on fasse parler beaucoup de circonspection dans l'analyse. Donc, je ne suis pas dans les incantations, des choses qu'on dit, ça doit être comme ça. Mais la même logique veut que s'il y a des choses qui, tout calcul fait, peuvent être affirmées, qu'on ne soit pas gêné de le dire. La seule possibilité pour que BR et UP, dans l'analyse actuelle, ne soient pas à l'Assemblée prochaine législature, c'est que dans les formalités à remplir pour être éligible à la compétition, c'est-à-dire pour que la Sénat dise voici les partis politiques qui remplissent les conditions qui peuvent aller. Bon, c'est la seule possibilité pour que moi, je ne retrouve pas au Parlement prochain des députés BR, des députés UP. Parce que l'ancrage sur le terrain, la capacité pour d'ici 2023 de pouvoir obtenir l'adhésion du peuple pour être élu, ce n'est pas possible qu'il y ait la prochaine législature sans, je ne parle pas, vous pouvez ne pas être péremptoire sur la taille des résultats. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, au niveau du bloc républicain, je vous ai dit que l'ambition est très claire, c'est de faire du BR une grosse, la plus grosse puissance. Donc, vous pouvez, par exemple, dans la composition, retrouver le BR, avoir un score plus élevé que l'UP, d'accord, mais les deux vont se retrouver là-bas. Mais FCBE a eu certes des maires, mais sur l'organisation, la saignée qu'on a constatée au niveau des FCBE, et sur le comportement, les mesures qu'ils ont prises lors de leur congrès de Dassa, je pense que aussi qu'ils auront faute à faire pour avoir les 10% et avoir des députés. Mais c'est encore possible si au cours des élections communales, ils ont été capables de faire les 10%, les élections communales qui renseignent davantage sur la proximité entre les élus, les leaders et la population à la base,
ils peuvent s'en sortir peut-être avec l'essentiel. 1 ou 2 députés, ça peut être possible. Maintenant, surtout que, ils sont chefs de file de l'opposition et ils bénéficient du financement public. Parce que les élections, y participer, c'est également beaucoup de moyens. Et mieux, pour la santé de la démocratie béninoise, je peux vous dire que un parti qui est, je ne suis pas porte-parole de FCBE, mais un parti qui est engagé dans ce processus, qui bénéficie du financement public, se battra. Et il faut souhaiter que le parti se batte, grandisse pour continuer à le mériter. Pour les démocrates, je dis, si rien ne les éclabousse avant 2023, parce que les problèmes aujourd'hui, c'est quoi? C'est de voir en dehors des individualités. Regardez, la preuve que, comme je le disais tout à l'heure, il y aura une bataille démocrate FCBE qui va se mener d'abord. Pour la première fois, vous avez vu les gars de FCBE qui ont fait congrès et qui ont montré qu'ils veulent effacer Boni Yayi de l'ombre de Boni Yayi sur eux. Ils ont pris un autre président d'honneur, M. Djemba. Et vous avez observé, moi ça m'a intéressé de voir, mais est-ce qu'ils vont prononcer le nom de Boni Yayi une seule fois? Parce que qu'on le veuille ou pas, même si Boni Yayi est aujourd'hui président d'honneur des démocrates, mais quand même, FCBE, quand on le dit, on pense à Boni Yayi, mais ils n'ont pas prononcé son nom une seule fois. Ça veut dire que ils se sont dit, même s'il est celui qui a fondé ce parti, même s'il est celui dont l'ombre est toujours là-dessus, puisqu'il n'est plus avec nous, et puisque nous n'imaginons pas que les démocrates soient là pour nous aider, donc nous le classons là où il est allé. Maintenant, est-ce que Boni Yayi, actuellement, vous le voyez dans la posture de quelqu'un qui veut vraiment encore passer son temps à booster un groupe politique? Les démocrates, là même, est-ce que vous avez le sentiment que ça calcule suffisamment Boni Yayi? Est-ce que, quand vous prenez en compte la dernière rencontre entre Boni Yayi et le président Patrice Talon, est-ce que ce qu'on attend de Boni Yayi, aujourd'hui la posture qu'on attend de lui, pour que sa rencontre puisse produire les effets voulus, c'est qu'il se mette encore à faire campagne avec les démocrates, avec, comme Tidi l'a dit, pour terme de campagne, diaboliser, noircir tout ce que le président Patrice Talon fait. Et là encore, j'en profite pour dire, il faut qu'on arrête avec ce système qui veut qu'on surfe sur la misère du peuple pour dire rien ne se fait. Moi, je souhaite que les partis politiques commencent par faire des conférences, des rencontres pour dire... Le temps est complètement parti, malheureusement. Sur chaque projet... Ouais. PRD, non, pour le PRD, je voudrais constater aussi que les éléments, pour être rassuré que le PRD pourra vraiment participer d'abord aux élections, et pouvoir obtenir les 10%, les éléments là ne s'affichent pas. Okay. Et je n'ai pas le sentiment, c'est pas de la vantardise, je n'ai pas le sentiment d'être suffisamment bête pour ne pas vite avoir ce flair-là. J'ai le sentiment que le parti a envie d'exister et est très nostalgique de ses 30 ans, de ses passés. Ma conclusion, c'est que nous avons aujourd'hui une classe politique qui est faite de 2 grandes catégories de gens. Des gens qui veulent faire les partis politiques pour participer aux élections et gagner. Et des gens qui veulent dire, nous existons quand même, nous sommes là pour participer au débat politique. Merci. Et pour les législatives, vous verrez ceux qui iront à l'Assemblée. Mais ceux qui vont se contenter d'avoir un parti politique et de pouvoir faire des conférences pour parler, il faut un tout pour faire la classe politique. Merci. Et votre conclusion? Ma conclusion, c'est de dire que nous avons encore beaucoup de choses à voir tout au long de cette année qui commence et que 2023 se joue là maintenant. Parce que, et je fais même quand même les dernières analyses de Jules Liant-Kitty sur les paramètres du Parti Les Démocrates et de tout ce qui va avec. Les guerres internes, tout ça, il y a beaucoup de choses à régler effectivement. Parfois même, on a l'impression qu'ils ne savent pas où ils vont, pas eux seuls. Tout ce qu'on a comme acteur politique. Et ma conclusion, c'est que tout ce qu'on a comme petits partis là, les micro-partis, devraient se rassembler s'ils veulent des scores. S'ils ne veulent pas des scores, c'est un autre débat. Merci à vous, Gilles Christini. Merci également à vous, Léandre Kitty. C'est tous, merci pour l'attention. À très bientôt pour notre plateau, toujours avec le même entrain. Au revoir.